Bonjour à tous et bienvenue sur Event News TV. Comment expliquer l'attaque terroriste qui a frappé la Côte d'Ivoire le dimanche 13 mars dernier et pourquoi la Côte d'Ivoire a-t-elle été frappée par les djihadistes d'AQMI? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau deux invités. Monsieur Turbus Kofi, qui est écrivain en exil ici en France. Bonjour Monsieur Turbus Kofi. Bonjour monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment pas de quoi. Merci. Avec lui, nous recevons Monsieur Samuel Ngebok, qui est enseignant-chercheur à l'IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour Monsieur Samuel. Bonjour. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Voilà, nous allons commencer cette émission avec vous, Monsieur Samuel, et on va se poser les questions suivantes. Après les attentats contre les hôtels Radisson de Bamako et Splendide de Ouagadougou, Al-Qaïda au Maghreb s'est attaqué à la Côte d'Ivoire. Comment comprendre l'attaque de Grand Bassam et que nous apprend la cible de l'attentat? Une station balnéaire très populaire sur la stratégie d'AQMI. Et puis, les intérêts occidentaux sont-ils si en jeu à ce point? Je pense que c'est une question qui est très profonde, très complexe, qu'il faut prendre une certaine distance pour pouvoir l'analyser froidement. Bien évidemment, tous les éléments concourent à dire que AQMI et les groupes armés terroristes prennent beaucoup plus d'espace, notamment dans leur capacité à perpétrer des attentats sur le sol africain. Mais de là à affirmer, sans toutefois créer de la nuance, que les intérêts occidentaux sont visés, je pense qu'on est un peu excessif. Et je pense qu'on suit là la communication dite par les groupes armés terroristes. Ce n'est pas parce que AQMI a dit que les intérêts de la France et des Occidentaux étaient visés que l'opinion doit absolument croire sur parole AQMI. Si ce sont les intérêts occidentaux qui sont visés, je pense qu'une analyse objective porterait davantage sur les multinationales occidentales, porterait sur les milieux d'affaires occidentaux. Malheureusement, on voit que sur le continent, ce sont des milieux, ce sont des environnements qui sont super protégés et où les groupes armés terroristes n'ont pas la possibilité de perpétrer des attentats. Maintenant, on peut s'en prendre aux touristes, on peut s'en prendre aux populations et je pense que c'est une confusion qui est animée par les groupes armés terroristes. Ils ont une capacité de planification des opérations qui est redoutable et qui est à respecter d'un point de vue du chercheur que je suis. Maintenant, il faut aussi voir qu'il y a beaucoup d'amateurisme dans cette confusion, puisque finalement, on se rend compte que s'il y a des lieux de fréquentation occidentale en Afrique, ce sont des lieux de fréquentation d'abord qui sont réservés à une certaine classe supérieure africaine. Ce ne sont pas tous les Africains qui ont accès à tous ces espaces. Alors, mais pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi la Côte d'Ivoire? Voilà. Maintenant, pour la Côte d'Ivoire, vous avez parfaitement raison de revenir sur cette question. Pour la Côte d'Ivoire, il faut se rappeler que la Côte d'Ivoire était déjà dans le viseur des groupes armés terroristes dans la région. Les attentats du Mali, de Bamako, de Ouagadougou, n'avaient pour autre chose que de donner un signal aux pays de la région et au-delà des pays de la région. Il faut rappeler que le dispositif français Barkhane, qui opère dans la bande sahélo-saharienne, part de la Mauritanie jusqu'au Tchad, en passant par le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Donc ce dispositif joue un rôle de contrôle de territoire et de ratissage de zones qui permet de réduire la capacité de mobilité en termes de contrôle territorial des groupes armés terroristes. Et donc face à cette influence du dispositif dans la région, les groupes armés terroristes ont besoin d'aller en profondeur. Quand on voit la carte de l'Afrique, on voit très bien que la Côte d'Ivoire est en dessous de la bande sahélo-saharienne telle qu'elle est tracée par le dispositif Barkhane. Et donc, ces forces vont se réfugier dans des pays qui ne sont pas encore frappés par les groupes armés terroristes et où la préparation à la menace terroriste n'est pas encore évidente. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on a vu que les AQMI s'est réfugié à Grand Bassam. Pourquoi pas frapper à Abidjan? Il y a quand même des attentats qui ont été déjoués à Abidjan, à Bouaké. S'ils ont frappé Grand Bassam, c'est parce que c'est une ville secondaire, bien qu'elle ne soit pas très loin d'Abidjan, mais où le dispositif de sécurité était relativement peu contrôlé. Peu contrôlé. Merci, on vous a très bien compris. Monsieur Turbus Kofi, on va venir à vous. Vous êtes ivoirien et on comprendrait que vous soyez particulièrement touché. Alors, quels sont avant tout propos vos premiers mots face à cette barbarie? Oui, d'abord, dire mes condoléances à mon pays, dire que je suis solidaire de la Côte d'Ivoire
ma compassion aux familles qui ont été endeuillées. Bien sûr, face à une telle barbarie, c'est logiquement un sentiment de révolte. Mais vous savez, aujourd'hui, je pense qu'il faut aller au-delà des sentiments. Oui, pour aller au-delà de ces sentiments, la question qu'on va vous poser est la suivante. La Côte d'Ivoire était-elle réellement préparée à faire face à ce genre d'attaque quand on sait que ce pays sort d'une crise post-électorale qui a quand même affaibli le système sécuritaire? Non, on n'est pas préparé. Aucun pays d'ailleurs n'est suffisamment préparé pour faire face à ça. C'est quand même des gens qui ont frappé la Grande Amérique. Ils ont frappé la France. Ils frappent en Turquie. Ils frappent en Syrie. Ils frappent partout. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui ne peut pas frapper. Bien sûr, on nous gargarise de concepts hallucinatoires, nous faisant croire que nous sommes un pays en émergence. Non, nous sommes un pauvre pays sous-développé qui en est encore allé emprunter 100 milliards avec Bouygues pour construire un pont. Non. Nous sommes un petit pays pauvre qui n'a jamais su faire appel à ses ressources intérieures pour se développer et pour trouver des réponses aux questions auxquelles nous devons faire face. Donc le terrorisme est un fléau mondial. Mais ce n'est pas le lieu pour moi donc d'accabler le régime en place pour dire que non, il n'a pas fait le travail, il ne peut rien contre ça. Ce que je veux dire, qu'il y a des facteurs qui envoient ce type de choses. Sans forcément m'attaquer à ce régime, permettez-moi juste une minute. Allez-y. Tout pays a ses fondamentaux. Je pense que depuis le décès de Félix Faubani, ce pays est en train de trahir ses fondamentaux. Il y a une posture du fou qui a été constante tout au long de sa vie politique. La coopération avec les pays arabes, il n'a jamais aimé ça. Il n'a jamais voulu prendre leur argent. Il n'a jamais voulu d'université islamique chez lui. Il n'a jamais voulu de lycée islamique. Il n'a jamais voulu de banque islamique. Comment on peut expliquer cela? Mais depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, tout le jeu des dirigeants ivoiriens, c'est cela. L'islam, la religion, l'argent du côté arabe, on croit que tout argent est bon à prendre. Ce pays est aujourd'hui n'a pour premier partenaire que ce pays pour option l'islam. Nous ne sommes pas un pays musulman, ni même un pays chrétien, nous sommes un pays laïque et non confessionnel. Donc le binôme... M. Tébis Kofi, à vous entendre parler, on a peur. On se rend compte que vous ne vous rendez pas compte que le monde est globalisé et qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de toutes ces barrières. Non, il ne s'agit pas de barrières, il s'agit de précaution. Le monde est globalisé depuis longtemps. Hein. La globalisation, ce n'est pas aujourd'hui. Depuis le jour où nous avons été colonisés, le monde était déjà globalisé. Bien sûr que le concept de mondialisation est récent, il date d'une dizaine, bien quinzaine d'années. Mais il y a longtemps que le monde est globalisé. Mais l'ONU, c'est quoi? Organisation des Nations Unies. Les problèmes d'un pays sont réglés par la communauté internationale. Il y a longtemps que le monde est globalisé. Mais il y a un minimum de précautions à prendre. Tout argent n'est pas bon à prendre. Toute coopération diplomatique et politique n'est pas toujours conseillée dans un pays. Soyons prudents. Merci beaucoup, M. Tébis Kofi. On va revenir à vous, M. Samuel. Dans un communiqué publié au lendemain de l'attaque terroriste sur son site internet, l'organisation djihadiste d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, révèle les raisons de l'attaque de Grand Bassam. Et je cite: l'attentat de dimanche en Côte d'Ivoire est une réponse à l'opération anti-djihadiste au Sahel menée par la France. La Côte d'Ivoire est punie, par ailleurs, pour avoir livré 4 membres d'AQMI aux autorités maliennes. Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire est désormais à l'abri d'une récidive d'AQMI qui, face à cela, pourrait revenir à la charge? Je crois qu'il faut qu'on soit réaliste. Aucun pays au monde, et encore moins en Afrique aujourd'hui, n'est à l'abri d'un attentat terroriste. Tous les pays africains, y compris ceux les plus lointains de la bande sahélo-saharienne, sont en situation d'alerte maximale, où tous les dispositifs doivent être mobilisés. Toutes les ressources nationales et régionales doivent être mobilisées pour contenir la menace. Donc, la Côte d'Ivoire n'est pas à l'abri d'un nouvel attentat. Simplement, il va falloir, plus que jamais, craindre les moments d'accalmie post-attentat, où les populations ont le sentiment que la paix, la stabilité, la sécurité est revenue. Ces terroristes sont très intelligents que beaucoup sous-estiment. Ils sont tellement intelligents qu'ils vont chercher à planifier de nouvelles opérations et à essayer de localiser de nouveaux sites qui ne sont pas suffisamment contrôlés et où l'expression de l'autorité de l'État n'est pas évidente. Malheureusement, tous les pays
africains sont très fragiles, très appelés ou très soumis à... Exposé, on va dire. Voilà, merci beaucoup. Merci. Excusez-moi. Ce sont des pays qui sont beaucoup plus exposés à ce type de menaces. Oui, surtout, excusez-moi. Surtout dans le cas d'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui n'a pas de frontières, tout est ouvert. Nous sommes des rares pays au monde où on ne doit pas contrôler les gens, ils doivent entrer chez nous. C'est une multinationale à ciel ouvert, comme on aurait dit Fologo. C'est un foutoir. On n'a pas le droit de réclamer des cartes d'identité aux gens. On n'a pas le droit de leur réclamer des cartes de séjour. On y entre comme on veut. La Côte d'Ivoire, c'est un bordel. Je vous dis, les frontières ne sont pas surveillées à n'importe quel moment. C'est Dieu qui nous protège. Si ces gens veulent liquider 200 Ivoiriens par jour, ils vont les liquider tranquillement. Tant qu'on ne comprendra pas qu'un pays a besoin de système sécuritaire, qu'on a besoin de contrôler nos frontières, qu'on a besoin de savoir qui entre chez nous, où il vit, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il a un compte bancaire, qu'on le repère, on ne s'en sortira pas. Je suis parfaitement... Oui, mais docteur, professeur, vous avez quand même séjourné en Côte d'Ivoire, à ma connaissance, où vous avez eu l'occasion de former certains chefs militaires et certains même préfets et sous-préfets à la stratégie sécuritaire. Est-ce que vous avez eu le sentiment que la Côte d'Ivoire pouvait vraiment faire face avec tout ce que vous avez vu sur le terrain? Je pense que la Côte d'Ivoire traverse un moment charnière, comme je le relève tout le temps, où 10 années de guerre civile sont passées par là, où l'appareil de sécurité et de défense a été très affaibli. Il y a eu des fractures au sein de l'institution militaire, il y a eu des divisions au sein de l'institution militaire, il faut recoller les morceaux. Un pays qui présente cette configuration, bien évidemment, n'est pas préparé à faire face à la menace terroriste, parce que les poches de fragilité restent importantes. Monsieur Kofi parlait de la porosité des frontières, mais c'est un mal africain. Et aucun pays, même s'il a la volonté la plus supérieure, ne pourra pas contrôler ses frontières, pour deux raisons principalement. D'abord, des raisons en termes de capacité financière, logistique, d'effectifs des forces de sécurité. Les territoires sont très vastes et les forces de sécurité militaires, policiers, gendarmes ne sont pas suffisants pour contrôler l'espace territorial. Deuxièmement, ce qui a lieu à l'état civil, même s'il faut contrôler les frontières, la porosité des frontières et la proximité culturelle et traditionnelle des populations vivant aux frontières avec les pays voisins fait que l'absence d'un état civil, d'un fichier d'état civil performant, moderne, fait qu'il y a des possibilités d'infiltration de la part des groupes armés terroristes. Un individu peut venir, il peut s'identifier, il peut se présenter et donner une étiquette. Tout le monde va essayer de le croire sur parole. Exactement. Alors, M. Tibus Kofi, on va revenir à vous et puis on va rester un peu sur l'attentat, voir un peu comment l'attentat a été géré. 2-3 heures plus tard, après l'attentat, on va voir comment ça a été géré avec vous. D'abord, le bilan qui a été dressé par le président ivoirien sur le coup avait fait état de 16 morts, donc 14 civils de nationalités différentes. Et on avait parlé de 6 agresseurs qui avaient été neutralisés. Et puis ensuite, ils sont revenus sur le communiqué pour parler de 3 djihadistes tués et de 22 morts. On continue toujours à récolter, si j'ai pu le dire comme ça, entre griffes les morts, ceux qui se sont jetés dans la mer. Les corps sont rejetés. Alors, comment est-ce que cette communication catastrophique gouvernementale, comment est-ce que vous l'avez perçue? Non, je n'ai pas vu ça en termes de communication catastrophique. J'ai vu ça en termes de non-maîtrise de la question. Vous savez, dans une situation comme celle-là, sur le champ, il n'est pas possible de faire le point des victimes. Je me suis rappelé bien l'histoire du Bataclan. Ça mesure que les heures passaient qu'on nous dit, on avait commencé d'abord 36 morts, après on dit 52, 80, 100, au finish, il y a eu temps. Donc à mesure que les informations parviennent quand même au ministère de la Sécurité, on nous les donnait, mais pas tous les chiffres. Oui, et puis encore, les gens, objectivement, ils n'avaient pas les moyens de contrôler. Et puis en plus, c'était frais. C'était très frais. Ils ont dit qu'il y a des gens qui ont été... Je me rappelle au moment où à la télévision, même si France 24, on mettait 0 mort, nous, on voyait, moi, voyais déjà des cadavres sur la plage. Il y avait déjà des morts. Au moment où le gouvernement disait qu'il n'y avait pas de morts, il y avait déjà des morts. Donc, il n'y a pas des informations, ce n'est pas une gestion catastrophique, il n'avait pas les moyens. J'aimerais revenir à une réflexion du docteur Nguyen-Bok sur la question de l'incapacité de notre armée à gérer ces questions sécuritaires. Il pose un problème important. Notre armée n'est pas républicaine, nous n'avons pas d'armée républicaine. C'est triste de le dire, il faut l'avouer. C'est une armée à base ethnique. Il m'est revenu. Je n'ai pas de preuves. Ce sont des gens qui m'ont dit d'Abidjan, je ne peux pas les citer, je ne peux pas mettre leur vie en sécurité, et je n'ai pas de preuves.
mais donc je parle conditionnel. Il paraît qu'il y avait des forces de l'ordre à Bassam. Mais ces forces de l'ordre à Bassam n'ont pas d'armes. Il paraît que c'est une situation dans notre armée. Ceux qui sont supposés, censés avoir travaillé avec l'ancien régime et qu'on suspecte de pro-Babo, sont des militaires non armés, n'ont pas le droit aux armes. Ceux qui ont les armes, ce sont ceux qui sont acquis à la cause du régime et qui font partie d'un groupe ethnique particulier qu'on connaît. C'est ceux-là qui ont les armes. Donc, ceux qui étaient sur le terrain ne faisaient pas partie donc de l'effectif bien-aimé du prince. Ils ne pouvaient pas intervenir parce qu'ils ne sont pas armés. On a aussi entendu parler des dozos qui sont intervenus. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ça? C'est un phénomène non républicain. Nous avons dénoncé cela. Tout le monde sait que les dozos font partie de la ceinture défensive du RDR et Paris, de ce qu'on appelait les rebelles. Vous avez appelé comment? Forces nouvelles. Les forces nouvelles. Oui. Moi, je les ai toujours appelés rebelles. Bon. Les dozos font partie de la ceinture défensive des forces nouvelles, qui sont la section armée du RDR. C'est connu. C'est connu. Mais le problème est que on croit qu'une armée informelle comme celle-là, des gens armés comme ceux-là, on doit les incorporer à une armée de type républicain. C'est une erreur. Le phénomène des dozos est une erreur. On vous a très bien compris, ça, monsieur Samuel. Est-ce que vous avez une réaction à ce qu'a dit? Oui, j'ai une réaction en tant que spécialiste des questions de sécurité. Il y a des choses que je ne peux pas. Il est bien. Le laisser passer, bien entendu. Bien sûr. Donc, dire que l'armée ivoirienne n'est pas républicaine, je pense que c'est peut-être un peu trop. C'est peut-être un peu excessif. Mais je pense que c'est une armée qui présente encore beaucoup de fragilité, mais qui est en voie de reconstruction. Les fragilités, c'est quoi? Oui, si vous voulez que je vous dise en termes de fragilité, les fragilités, c'est que c'est une armée qui n'a pas encore toutes les capacités opérationnelles requises pour qu'une armée fonctionne normalement. Et encore, il faut un budget conséquent, il faut des moyens colossaux. En même temps, il faut financer les politiques sociales. Je dirais que aujourd'hui, il y a... Non, je crois que la première des choses de notre armée, l'armée d'abord... Moi, je voulais juste... Si vous permettez... La configuration socio-ethnique est déplorable. Oui, si vous permettez... Voyez, toutes les grandes têtes de l'armée, on sait d'où elles viennent. Si je peux juste terminer. Vous avez parfaitement raison sur la question identitaire dans la composition de l'armée. Mais en même temps, il faut reconnaître des efforts qui sont fournis pour la professionnalisation de cette armée. Non, je ne pas des efforts. C'est sûr qu'il y a des efforts. Il y a des efforts. Il y a un processus de professionnalisation de l'armée qui est en cours, qui bénéficie d'ailleurs de l'assistance technique, non pas seulement de la France, mais des organisations internationales qui participent à la formation, qui participent à l'appropriation nationale des outils de sécurité, ce qui n'était pas le cas depuis les indépendances. Et ce n'est pas simplement le cas de la Côte d'Ivoire. On vous a très bien compris. C'est une réalité. C'est une réalité qui s'impose à tous les pays. S'il vous plaît, M. Samuel, on vous a compris, on vous a très bien compris. On voit que vous n'êtes pas d'accord sur cette question, mais on voit où vous voulez en venir. On vous a très bien compris. On va revenir à vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Qu'est-ce que vous, en tant qu'expert de ces questions de sécurité, qu'est-ce que vous conseillez au régime en place, mais en même temps presque à toute l'Afrique qui est aujourd'hui visée par tous ces attentats? C'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire, demain ce sera qui? Qu'est-ce que vous conseillez, vous? Oui, je propose d'abord que le processus de consolidation de l'armée qui est en cours soit davantage renforcé. Il faut extirper de ce processus tout ce qui permettra de fragiliser l'institution militaire. Notamment la question identitaire, la question ethnique. Je suis parfaitement d'accord quand il souligne cette question qui s'impose comme une réalité. Simplement, on ne peut pas prendre cette réalité et la généraliser sur l'ensemble de l'appareil de sécurité et de défense, parce qu'il y a des officiers supérieurs de l'armée ivoirienne qui ont servi plusieurs régimes, qui sont toujours en poste et qui travaillent et qui ont des responsabilités. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'entre eux dans le cadre de mes missions. Renforcer le processus de consolidation et de professionnalisation de l'armée, mais davantage renforcer les effectifs de détection, de surveillance, parce que c'est ce qui permet d'anticiper les attentats terroristes. Mais il faut que la Côte d'Ivoire le fasse en synergie avec les pays voisins. Merci beaucoup. On va terminer avec vous par une question qui, évidemment, n'est pas dans le cadre de cette émission. En fait, c'est une question politique qu'on voudrait vous poser. On n'a pas l'habitude de vous avoir à tout moment. Donc, on voudrait profiter de cette occasion pour vous poser une question politique que vous connaissez très bien. Alors, vous avez écrit un livre sur l'appel des Daouko. Désormais, le PDCI et le RDR ne sont plus d'accord du tout sur la terminologie à donner à leur
partis en alliance. Et surtout, en 2020, on n'est pas encore tombé d'accord sur l'alternance. Qui va être le candidat du RHDP? Il y a un problème. Alors, est-ce que vous qui très tôt vous êtes opposé à l'appel de Daoukro, est-ce que vous avez eu raison trop tôt? Est-ce que Bédier s'est fait vendre du vent? Écoutez, ça me porte peu d'avoir raison. Non, j'écris pas pour avoir raison, j'écris pour éclairer. J'ai suivi un peu, d'un œil un peu distrait au départ, et après, je me suis intéressé parce que j'ai été interpellé aussi par des journalistes ivoiriens, mais je n'ai pas voulu intervenir dans le débat pour des raisons personnelles que je n'aimerais pas évoquer ici. Mais un peu de mots, puisque vous me posiez la question. Oui, on n'a plus que 3 minutes pour terminer cette émission. Le problème qui est posé me paraît un véritable faux problème. Et je pense qu'avec tout le respect que je lui dois, M. Henri Konan Bédier, une fois de plus, s'est planté dans l'analyse politique de la situation en Côte d'Ivoire. Le RHDP dit Rassemblement des oufoutistes pour le développement et la paix. Pourquoi veut-il absolument en faire un parti politique? Aujourd'hui, je me demande bien si ils sont vraiment des oufoutistes. Parce que s'ils ont compris la politique du Fort-Boigny, le RDA, c'est un Rassemblement démocratique africain. Ou faut-il expliquer un jour, en 1990-91, il a tenu à ce que ça reste un rassemblement. On lui a demandé de transformer en parti politique. Il dit non, c'était un rassemblement. Un rassemblement n'est pas un parti politique. Le RHDP était un rassemblement, ce n'est pas un parti politique. Et puis, tous ceux qui sont dedans ne sont pas d'inspiration ou foutienne. Le MMFA n'est pas un parti d'inspiration ou foutienne. L'UPCI de Niamey Kona ne s'est jamais revendiqué du Fort-Boigny. Anaki n'a jamais revendiqué l'État du Fort-Boigny. Donc ce n'est pas des oufoutistes en réalité. Mais ils se sont mis ensemble pour combattre un adversaire commun qui s'appelait Laurent Gbagbo et son régime. Mais tant qu'ils sont restés RHDP, ils ont toujours conquis le pouvoir politique à leur aise, parce que le RHDP réunit pas des 3/4 de l'électorat en Côte d'Ivoire. Vous pouvez avoir le pouvoir tant que vous restez RHDP. Ils étaient RHDP. Mais c'est ce qu'ils veulent désormais. Un parti politique qui va s'appeler RHDP. Il n'a pas à s'appeler parti politique. Parce qu'il s'appelle parti politique, les entités qui sont dedans disparaissent d'elles-mêmes. Or, ce n'est pas possible. Aucun militant du PDCI RDA n'acceptera que le PDCI RDA disparaisse pour une raison affective. Et puis parce que aussi, il y a cette dimension RDA, Rassemblement démocratique africain, qui donne toute l'auréole africaniste, panafricaniste à Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire a été à l'avant-garde des questions panafricanistes. Si on supprime le RDA, la Côte d'Ivoire perd une grande part de son histoire et de son auréole politique. Le RDA n'acceptera jamais de renoncer au RDA et les enfants du Nord ont raison. On sait très bien que le RDR est un parti d'inspiration ethniciste. Son rôle, son but, c'était de défendre non seulement Ouattara, mais de défendre aussi l'honorabilité, l'honneur des enfants du Nord qui, à tort ou à raison, se sont sentis brimés par des politiques maladroites en Côte d'Ivoire. J'ai donné mon point de vue sur la question de la Côte d'Ivoire, l'agonie Jardin. Je pense que le nombre de leurs récriminations était justifié. On a passé attention à certaines brimades qu'ils subissaient et ça nous a valu cette rébellion. Je crois donc, ils ne peuvent pas renoncer au RDA et il n'y a pas de raison qu'ils n'ont au RDA. Troisièmement, excusez-moi. Oui, on va le pouvoir politique ne s'est jamais donné. Moi, je pense que les gens du PDCI, je crois que le pouvoir politique est beau l'auto. Aujourd'hui, c'est moi, j'ai mangé un peu, et puis demain, je donne le reste. Mais non! Comment des gens comme Dikawe, professeur d'université, des gens comme Aoussou Kwadjo, qui ont été à l'école, à la Kwadjo, comment c'est pas, Patrick Kachi, peuvent-ils croire un seul instant qu'un parti politique qui a la majorité sociologique, qui maîtrise le commerce, qui maîtrise les moyens de production, qui a les forces productives et qui détient l'exécutif, c'est-à-dire le RDR, va renoncer à ça et puis leur donner cadeau. Ça n'existe pas. Il n'a pas lu Marx. On vous a très bien compris. Merci. Merci, M. Tibus Kofi. M. Samuel Nguebok, c'est par vous qu'on va terminer. Et là encore, on va sortir du cadre de cette émission. Vous êtes un expert des relations internationales. Avant de vous laisser partir, que pensez-vous des accusations lancées contre la France pour son implication dans le renversement du président Laurent Gbagbo lors du procès qui a lieu actuellement à La Haye? Oui, je pense qu'il y a des éléments qui sont non négligeables dans ces accusations. Et maintenant, je pense que la Cour pénale internationale sera en situation d'apprécier la profondeur et la qualité des arguments qui sont avancés. Je pense que la justice pénale internationale reste une justice qui est à sa place. Le principe de complémentarité existe entre
les juridictions nationales et la Cour pénale internationale. Tout dépendra de la volonté politique du côté ivoirien pour renforcer le processus de réconciliation nationale et de consolidation de la paix. Merci, M. Samuel. Dernière réaction sur le sujet. On sent que vous avez vraiment envie de dire quelque chose dessus. C'est un sujet qui m'intéresse. On vous écoute et c'est par ça qu'on va terminer. Ne vous faites pas d'illusions. L'Occident a décidé de liquider M. Laurent Gbagbo. L'avènement de son règne a été un affront à l'ordre hégémonique occidental. L'Occident, par la France, a décidé de le liquider. Ils vont le liquider. Ils vous ont dit clairement que le procès va durer 3 ans minimum, 4 ans maximum. Les 4 ans correspondent à la fin du 2e mandat de M. Ouattara. Et si d'aventure M. Ouattara négocie un 3e mandat, le procès continuera jusqu'à la fin de son 3e mandat. Ils ont décidé de liquider Laurent Gbagbo. Ils vont le liquider. Je lui avais dit, je l'ai écrit. Il savait très bien comment que ça allait se terminer cette affaire. Plus tard, on se retrouvera sur ce plateau, nous allons développer ces véritables tragédies, qui est une tragédie, qui est une humiliation pour ma Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens de notre génération, une humiliation pour l'Afrique entière. Ce qui se passe là, c'est vraiment un véritable scandale. Ce n'est pas une justice, c'est un simulacre de justice. C'est une liquidation pure et simple d'un leader africain qui a osé braver l'ordre international. Merci. Voilà, messieurs, merci d'être passés sur notre plateau. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. On se retrouve pour un prochain numéro et à bientôt.